Alors, bonjour à tous, ceux qui nous ont rejoints pour ce 5e webinaire sur la traçabilité des DMI. On va faire un petit tour de table, on va peut-être attendre quelques minutes parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de participants qui sont en train de se connecter. Donc on va commencer d'ici, si ça vous va, une petite minute ou deux. Merci. Alors pour commencer, peut-être en attendant les connexions, on peut faire un petit tour de table de notre côté, du côté Omédit et des établissements qui sont là aujourd'hui avec nous. Je vais laisser Karine commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Dr Karine Véron, pharmacien à l'Omédit Auvergne-Rhône-Alpes et positionnée sur le site de Clermont-Ferrand. Alors ensuite, pour le CHU de Clermont-Ferrand, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Alice Belmas, je suis pharmacien RSMQ DMI pour le CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour, Stéphanie Moyer, je suis chef de projet informatique au CHU de Clermont-Ferrand. Merci. Au niveau de la clinique Inkermann à Niort. Bonjour à tous, Pauline Quin, pharmacien hospitalier à la clinique et responsable du circuit DMI. Bonjour, Cécile Arnaud, gestionnaire des DMI. Bonjour, Emmanuelle Boussen, infirmière seconde de bloc. Bonjour, Myriam Mage, infirmière et responsable du service ambulatoire et de la consultation externe. Merci beaucoup. Et du coup, on a aussi avec nous, en termes d'organisation, Virginie. Je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Virginie Chopard, je suis pharmacien à l'Omédit Grand Est sur le site de Nancy. Voilà. Et Claudine. Bonjour, Claudine Gare, je suis pharmacien à l'Omédit PACA-Corse à Ajaccio. Voilà, donc on est dans un événement Réseau Médit, donc on est assez content de pouvoir vous proposer, j'espère que le partage d'écran fonctionne de votre côté. On est heureux de proposer avec l'ensemble des Omédit au niveau national cette web-série DMI, donc on est au 5e épisode déjà, on essaye de balayer les sujets sur ce circuit du DMI. Donc sur le thème comment assurer la remise du document de traçabilité des DMI aux patients et bien sûr et aux autres professionnels de santé. On va être sur cette étape de sortie des informations et de comment bien organiser ces informations même en interne pour pouvoir après les traiter. Donc aujourd'hui, ils se sont présentés, on a la clinique Inkermann de Nouvelle-Aquitaine et on a le CHU de Clermont-Ferrand qui viendront faire leur retour d'expérience. Donc, pour le déroulé du webinaire, on aura les 2 retours d'expérience et après, on va faire une session de questions pour pouvoir vraiment, l'objectif de ces rencontres, c'est oui, d'avoir des retours d'expérience, mais aussi de pouvoir échanger, de pouvoir poser les questions que vous souhaitez. Alors, nous dire quel intervenant cela s'adresse, s'il y a un lien avec le logiciel ou de façon plus générale. Voilà, vous avez aussi les Omédit autour de la table pour répondre aux questions. Et n'oubliez pas, il y a un petit questionnaire de satisfaction qui sera demandé à la fin du webinaire. Pour le bon déroulé, déjà, il faut qu'on vous prévienne que le webinaire fait l'objet d'un enregistrement. C'est l'occasion pour nous de vous mettre à disposition sur nos différents sites internet l'ensemble des interventions. Le micro et la caméra sont naturellement désactivés et quand on vous sollicitera pour les questions-réponses, on pourra les réactiver. Et sinon, il y a surtout un module questions-réponses qui se retrouve en haut de votre affichage.
Donc, les questions font l'objet d'une modération, donc on va faire au mieux pour essayer de balayer l'ensemble des thématiques et on apportera toutes les questions, les réponses à toutes les questions à la fin des retours d'expérience. Donc, pour commencer, on a voulu quand même vous faire un petit récap, même si, bien sûr, le sujet qui est là aujourd'hui, vous le connaissez, c'est les informations à transmettre aux patients à sa sortie. Donc là, tous les textes sont finalement repris dans l'arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des DMI en établissement de santé. Donc cet arrêté management, lui, il va faire le lien avec l'article 18 du règlement européen. Donc en reprenant toutes les informations, nom du dispositif, titre de dispositif. C'est ici qu'on retrouve aussi la mention de l'IUD. Donc, on en a parlé dans les autres séries. Effectivement, cette IUD qui doit être mis dans les données de traçabilité vraiment dès l'arrivée dans l'établissement de santé. Le numéro de série, numéro de lot, numéro de fabricant, le site internet. Attention, il est aussi noté les mises en garde, précautions et mesures en cas d'interférence. Donc ça, on pense au guide de compatibilité et IRM qui a été sorti par la HAS en octobre 2021. On a une remarque. On ne voit pas la présentation. Vous ne voyez pas défiler? Non. Si, quelles informations sont à transmettre à la sortie du patient, c'est bon. Ah pardon, il y a un décalage, c'est ça? Oui, il y a un Si, décalage, bon. je pense. Ok, si, c'est bon. Tout va bien. Donc les données de compatibilité IRM, donc là, voilà, je vous fais le lien vers le guide HAS qui reprend bien les enjeux par rapport à ces informations. La durée de vie, suivi éventuel, et puis toutes les autres informations pour garantir une utilisation sûre du DMI. Donc tout ça, c'est vraiment avoir ces informations et les remettre dans le cadre de la carte d'implant au niveau européen. Ensuite, à ça s'ajoutent les informations qui sont prévues par les textes du Code de la santé publique, c'est-à-dire les informations à mettre au dossier patient et remises à l'issue des soins. C'est bien sûr le nom patient, son identifiant, le date et le lieu d'utilisation, le nom du médecin ou du chirurgien dentiste utilisateur, l'existence d'une durée de vie limitée ou d'une éventuelle réintervention et le cas échéant, le suivi médical particulier. Donc, ce qui est bien remis également, c'est que ces documents sont à transmettre au patient à l'issue des soins, donc à sa sortie. Vous me dites si la diapo a changé? Toujours pas. Donc ensuite, un autre point qui est important par rapport à cette sortie patient. Vous avez la diapo? C'est bon. Ok. C'est que toutes ces données qui sont contenues dans les documents, du coup, les documents qu'on a évoqués avant, donc le document à remettre au patient, que ce soit carte d'implant, document interne à l'établissement, doit être versé via les systèmes d'information de l'établissement de santé et dans le respect du cadre d'interopérabilité dans le dossier patient informatisé. Donc là, il y a un lien d'interopérabilité très fort, dans la lettre de liaison et dans le dossier médical partagé. Et je pense qu'on au décours des différentes présentations, on va pouvoir évoquer effectivement ce qui est facilitant et ce qui est un peu plus compliqué dans la mise en œuvre de ces transmissions. On vous remet aussi le point qui est indiqué dans l'arrêté management, c'est bien sûr l'information patient. Donc, lors de la consultation préalable, bien sûr, il faut que le consentement du patient soit recueilli, mais aussi, c'est la direction veille à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer l'information du patient, notamment ce qui concerne l'utilisation des dispositifs médicaux implantables. Et ça, c'est des notions que vous retrouvez notamment dans vos certifications HAS actuelles. Donc, c'est un point qu'il ne faut pas négliger au-delà de la transmission pure de la carte. Donc, ça va être tout pour le côté texte, parce que voilà, les textes, vous les avez, vous l'aurez sur la présentation. Je vais laisser, si Karine, je ne sais pas si ça a changé de slide. Non, ça y est.
Donc, merci Marion. La petite introduction pour le rappel en fait de ce qui encadre le sujet d'aujourd'hui. Et comme on vous l'a précisé en petite introduction de ce webinaire, on vous propose une courte présentation sur des résultats d'un audit de traçabilité sanitaire. Alors on a mis une question d'exhaustivité, cette traçabilité sanitaire, hein, c'est bien la question de plus ou moins la question qui tournait autour de l'audit. Et donc, c'est la présentation du docteur Cordélia Saloméil qui est au CHU de Grenoble. Bonjour, Bonjour Cordélia. vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, merci. Entendu. Alors, je vais tenter de partager mon écran. Ça marche bien. Alors, ça arrive. Parfait. Vous le voyez en entier ou en mode présentateur? En mode présentateur pour le moment. D'accord, donc dans ce cas-là, Parfait. c'est mieux? C'est parfait. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc très brièvement, hein, puisque l'objectif de la présentation, c'était que ce soit assez court. Je suis donc Cordélia Saloméil, je suis assistante hospitalo-universitaire au sein du service dispositifs médicaux et stérilisation du CHU de Grenoble et je suis aussi donc le RSMQ DMI de cet établissement. Donc, on a décidé de réaliser un audit sur la remise carte d'implant en fin d'année dernière. On a choisi 2 catégories de dispositifs médicaux implantables, les prothèses de hanche et les chambres implantables. Pourquoi? Parce que on avait envie de pouvoir évaluer 2 circuits, 2 blocs différents. Et puis parce que ça, enfin voilà, vous verrez qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui diffèrent. Hein, la chambre implantable qui est souvent seul DMI, alors que dans le cadre de la prothèse de hanche, il y a plusieurs constituants. Donc, ça nous paraissait intéressant de pouvoir étudier ces 2 cas de figure en parallèle. Donc, on a réalisé un échantillonnage aléatoire de 50 patients pour le groupe PTH et pour le groupe CIP sur la base de données qui nous ont été fournies par le département d'information médicale sur l'ensemble de l'année 2023, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre. On a extrait nos 50 patients par groupe et ensuite, on a été regarder dans chaque des pays quelles étaient les informations relatives à la remise d'un support d'information relatif aux implants dans le dossier patient en suivant la grille d'audit au MEDIT. Donc, pour rappel, un dossier il est jugé conforme si pour chaque DMI implanté, on a soit une carte d'implant complète scannée ou un document remis au patient qui contient l'ensemble des éléments de traçabilité. Et il faut que dans le DPI, il soit indiqué que ces supports ont été effectivement remis au patient. On est partiellement conforme si dans le DPI, il va manquer au moins un DMI sur le document remis au patient, si il manque des informations aussi dans le document, et puis si on n'a pas la mention, on a uniquement la mention de les cartes d'implant ont été remises, mais qu'on n'a pas plus d'informations. Et enfin, un dossier n'est pas conforme si on n'a aucun des documents, donc soit la carte d'implant, soit un document qui contient des éléments de traçabilité, soit la mention phraséologique précédemment citée. En ce qui concerne les résultats, au niveau de la prothèse de hanche, en moyenne, on avait 4 DMI implantés. On peut voir que dans certains cas, on en avait même jusqu'à 8, mais une moyenne voilà, à 4 DMI. Et lorsqu'on s'intéressait à la présence effective de supports attestant de la remise des documents, il y avait 3 patients pour lesquels il manquait au moins un document pour au moins un des dispositifs médicaux implantés. Donc, globalement, ça veut dire qu'il n'y a que 3 patients sur lesquels on n'avait pas tous les documents, enfin, on n'avait pas le document pour tous les DMI. Si on s'intéresse plus spécifiquement au type de document qui attestait de la remise effective, il y avait des fiches de suivi d'intervention pour 5 patients. On retrouvait les informations dans la lettre de liaison et ou compte-rendu opératoire et ou compte-rendu d'hospice pour 9 patients, uniquement dans le compte-rendu opératoire pour 33 patients et, comme je vous l'ai dit, il n'y avait aucune information pour 3 patients. Ce qui nous a amené à conclure que 34% des dossiers n'étaient pas conformes, étaient partiellement conformes et que 66% étaient pleinement conformes. Lorsqu'on s'intéresse aux résultats sur la chambre implantable, on n'avait aucune information dans plus de 30 dossiers patients.
Lorsqu'on regardait le type de document, c'était des cartes d'implant pour 28% des cas et des comptes rendus opératoires dans 72% des cas, où on retrouvait un certain nombre d'informations relatives aux chambres. Et les dossiers étaient conformes uniquement, donc avec toutes les informations de traçabilité, uniquement dans 20% des cas. On avait 16% des dossiers qui étaient partiellement conformes et 64% des dossiers qui étaient non conformes. Voilà, donc j'espère avoir tenu le timing, mais en gros, ce que ça illustre, c'est bien qu'en fait, nous, au niveau de notre chambre implantable, il y a aussi un déficit probablement de formation des acteurs. C'est beaucoup des internes qui n'ont pas forcément une formation de traçabilité qui réalisent cette pose. Et puis, ce n'est pas des circuits dans lesquels le DMI il est forcément identifié. C'est vrai que la prothèse de hanche, on se rend bien compte que c'est un DMI dans la représentation des gens. Et peut-être que la chambre implantable, au niveau des acteurs, on a moins cette identification claire et nette du fait que c'est un DMI avec les mêmes impératifs de traçabilité que les autres. On constate aussi une multiplicité des supports. Parfois, on va avoir des cartes d'implant à proprement parler. Parfois, ça va être dans le compte-rendu opératoire. Parfois, on va avoir une partie des infos dans le compte-rendu opératoire, une partie des infos dans le compte-rendu, dans la lettre de liaison. Voilà, donc on va avoir vraiment une multiplicité des supports, que ce soit en fonction des DMI, en fonction des acteurs. Tout le monde n'utilise pas les mêmes supports d'information. Je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des retours. Alors, on va te laisser couper ton partage, Cordélia, s'il te plaît. Merci pour cette présentation. Je pense que ça introduit très bien une partie du sujet traité aujourd'hui, qui est du coup le travail autour du document de traçabilité des DM implantés. Et donc, sans transition, je donne la parole au CHU de Clermont-Ferrand, qui va nous présenter son partage d'expérience sur ce travail-là. Bonjour, est-ce que vous voyez la présentation? Ça arrive. C'est bon. C'est parfait. Donc effectivement, bonne transition, vous allez le voir. Et on n'est pas forcément, enfin on est à peu près dans la même situation au CHU de Clermont-Ferrand. Donc je suis avec Stéphanie Monnier, qui est chef de projet direction informatique au CHU de Clermont-Ferrand. Et je suis moi-même pharmacien RSMQ-DMI au sein du service pharmacie DMS. Et on va vous parler aujourd'hui de notre travail autour de la création d'un document unique de traçabilité sanitaire d'implantation dans notre établissement. Brièvement, le CHU de Clermont-Ferrand et les DMI. Donc, on est un établissement MCO de la région Auvergne-Rhône-Alpes, environ 1600 lits, dans lequel toutes les spécialités médicales et chirurgicales sont représentées. On est sur 3 sites géographiques, donc 2 concernés par les dispositifs médicaux implantables, le 3e c'est de la gériatrie, avec le site Gabriel-Montpied et le site Estin. Le service pharmacie DMS, lui, est en revanche basé sur un site unique à Gabriel-Montpied. Pour ce qui est de la traçabilité des DMI, elle est globalement informatisée. On utilise le logiciel Pharma en version 6.0. La réception et la traçabilité sont informatisées par lecture optique code-barre dès que disponible ou possible, bien entendu. À l'exception, comme nombre d'entre nous pour les prêts, pour lesquels la réception et la traçabilité sont effectuées a posteriori par la pharmacie. Enfin, on a une grosse hétérogénéité des circuits de traçabilité. Je vais vous montrer sur les diapositives suivantes. Et simplement pour que vous vous rendiez compte, on est aux alentours de 35 000 postes de DMI par an, avec le gros de la troupe représenté par le bloc orthopédique qui en représente environ 10 000, suivi par le plateau médico-technique cardio et la neurochirurgie. Je vous disais l'hétérogénéité. On a notre bloc, disons, le plus pourvoyeur d'implants, qui est le bloc central Gabriel-Montpied, dans lequel on va retrouver l'orthopédie, la neurochirurgie, l'uro, l'ophtalmo, l'ORL, le vasculaire, les urgences viscérales, dans lequel, en fait, on a une traçabilité qui est faite a posteriori par les secrétariats à partir de fiches de traçabilité intermédiaire. Donc, ce que j'appelle la fiche de traçabilité intermédiaire, c'est ça. Vous voyez, c'est un document papier sur lequel on met l'étiquette patient et puis les étiquettes des implants. C'est scanné dans le dossier patient informatisé, mais ça n'est pas remis au patient. Vous comprendrez aisément pourquoi. C'est plutôt utilisé pour les recherches traçabilité en fait en interne.
Exception néanmoins au bloc central Gabriel Montpied pour le bloc de neurochirurgie dans lequel il y a eu le déploiement de la traçabilité en salle qui a été amorcé en mars 2021. Donc en fait, on a une première traçabilité qui est faite en salle par les IBOD, sachant que quand même, il y a toujours des choses qui ne sont pas tracées et qui finissent au secrétariat ou à la pharmacie. On a également le cas particulier du plateau médico-technique cardiologie, puisqu'ils ont le logiciel métier Cardio Report qui permet de générer une carte de porteur qui est, elle, remise au patient. Et donc, pour le PMT cardio, on a une double traçabilité en salle, à la fois dans le logiciel Cardio Report et dans le logiciel Pharma, puisque c'est là-dessus qu'on gère toutes nos commandes, les réapprovisionnements, etc. Ensuite, pour le bloc chirurgie cardiovasculaire, le plateau médico-technique radio, notre second bloc central sur le second site dans lequel on va retrouver la gynéco, la pédiatrie digestive et la chirurgie maxillofaciale, le plateau médico-technique endoscopie. La traçabilité est globalement faite en salle sur le logiciel Pharma. Et puis pour l'implantologie dentaire, on a toujours une traçabilité dans le logiciel Pharma avec une remise de la carte d'implant fournie par le laboratoire et qui est scannée dans le dossier patient informatisé. C'est un petit peu l'exception. Ça, c'est pour vous montrer également ce qui est fait dans notre dossier patient informatisé. C'est noté manuellement. Vous voyez, c'est peut-être pas très visible. Les infirmiers notent manuellement la référence du dispositif, un cathé ventriculaire, tel numéro de lot, telle péremption. Et c'est dans la feuille de salle. De toute façon, c'est pas, ça finit dans le DPI, mais voilà, c'est pas remis au patient non plus. Donc, le contexte réglementaire, je vais passer assez rapidement puisque ça a été présenté en introduction. Je vous propose un schéma donc à partir des mêmes bases réglementaires que cité précédemment. Un schéma qui reprend en fait les règles de traçabilité qui sont applicables aux DMI soumis à traçabilité sanitaire obligatoire. Je rappelle que la traçabilité sanitaire, le but in fine, c'est de pouvoir assurer la matériovigilance, que ce soit de localiser les dispositifs médicaux qui peuvent être concernés par une matériovigilance dans l'établissement, ou bien à quel patient ça a été administré. Et donc, voilà les étapes, les acteurs. La réception et la délivrance sont effectuées par la pharmacie à usage intérieur et on enregistre les données suivantes, l'identification du DM, la quantité réceptionnée, la date de réception, et puis quand est-ce que ça a été délivré, à quel service et en quelle quantité. Enfin, les données d'utilisation sont enregistrées par le service utilisateur qui va enregistrer à quel patient ça a été délivré, à quelle date et par quel professionnel utilisateur. In fine, en fin de cycle d'un dispositif médical implantable, on a toutes ces informations, les données d'identification du DM qu'on redétaillera ensuite, le service utilisateur, la date d'utilisation, l'identification du patient, du professionnel utilisateur, et on doit les retrouver, comme ça a été dit, dans différents endroits. Tout d'abord, le système d'enregistrement et de conservation des données. Ça, c'est pour retrouver rapidement des numéros de lot, les localiser de façon informatique, notamment pour la matériovigilance. Également, dans le dossier patient informatisé, ça, c'était une nouvelle notion. Il y a quelques années, ce n'était pas spécifié informatisé. Un document transmis au patient et la lettre de liaison. Voilà. Et puis, selon procédure en vigueur, le dossier médical partagé et le dossier pharmaceutique. Et concrètement, dans notre établissement, donc il n'y a pas de souci sur cette étape, globalement. Je ne vais pas dire qu'on est à 100% de traçabilité et que tout est juste, mais on retrouve toutes ces informations dans notre système d'enregistrement et de conservation des données. En revanche, il n'y a aucune bascule dans le dossier patient informatisé, hormis les choses manuelles que je vous ai montrées, un scan de la fiche de traçabilité ou des mentions dans le compte-rendu opératoire de la taille de valve cardiaque, mais rien de formalisé. Donc, on n'a rien qui bascule. Et en fait, l'idée de notre travail, c'était de se dire d'utiliser les données informatiques qui sont quand même déjà rentrées à un endroit et de les pousser dans le DPI, dans un document transmis au patient, dans la lettre de liaison. Voilà donc l'idée qui a germé. Également, ça a germé dans un contexte institutionnel puisqu'on est en cours de déploiement d'un nouveau DPI. On passe de Crossway à Easily, donc on a toujours Crossway puisque le déploiement a débuté en 2023. Et spécificité, les blocs sont déployés en premier. Donc, le premier bloc en février 2023 et globalement, tous les blocs seront à peu près finis en 2024. Après, il reste les plateaux médico-techniques. Malheureusement, le déploiement de ce nouveau DPI ne s'accompagne pas d'une meilleure interopérabilité avec Pharma, puisqu'on n'a pas d'interopérabilité aujourd'hui, en tout cas, entre Pharma et Easily, et c'est a priori pas possible à moyen terme. Nous avons également décidé de conserver le logiciel métier Pharma, puisque pour
c'est notre logiciel métier. Et en fait, on a pris le parti de ne pas utiliser le module traçabilité d'Easily, mais de continuer de demander au service d'effectuer la traçabilité dans le logiciel pharma. C'est aussi dans un contexte global de prise de conscience de l'importance de la sécurisation du circuit des DMI, de l'information patient, puisqu'il y a des évolutions réglementaires quand même assez récentes avec l'arrêté du 8 septembre. C'est un critère qui est renforcé dans les évaluations des établissements de santé. On a beaucoup plus de critères aujourd'hui dans le CAQES, des items de l'assertif. Et puis, on a une demande croissante des patients et des professionnels de santé. C'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même un peu plus régulièrement des médecins qui se questionnent à ce sujet. Pourquoi aussi on est parti sur la solution d'un document institutionnel plutôt que de la solution proposée par le règlement européen qui est de remettre les cartes d'implant aux patients? Parce que déjà tous les dispositifs médicaux ne sont pas encore certifiés, nouvelle réglementation, ils n'ont pas tous la carte d'implant avec le dispositif. Parce qu'un patient qui sort d'orthopédie, comme ça a été montré en exemple, il va pas sortir, ça fait sortir avec 8 cartes. C'est quand même pas très pratique. Et le circuit de remise nous paraît très complexe. On risque d'en perdre. Comment tracer que ça a été remis? Ça veut dire qu'il faut scanner la carte d'implant. Donc, nous, on n'est pas parti là-dessus, mais vraiment sur un document unique. Pour ce qui est des étapes du projet, c'est vrai qu'on avait identifié pas mal de choses dès 2018 avec une cartographie des risques du circuit des DMI qui a été réalisée. On n'a pas fait d'audit parce qu'on savait globalement ce qui se pratiquait dans les services. Et on a relancé un peu tout ça en mars 2023, nouveaux items CAQES, Interdiac DMS et puis formalisation d'un plan d'action, on va dire. On a présenté notre projet aux instances, dont la commission dossier patient qui a été très importante dans ce projet, pour avoir notamment un appui institutionnel. En juillet 2023, ça nous a permis de faire une première réunion avec la direction informatique. Et après un certain temps de pause, on s'est remis à la tâche à partir d'avril 2024. On a constitué un groupe de travail assez restreint, donc avec 2 ingénieurs informatiques référents pharmacie et puis 2 pharmaciens du service pharmacie dispositifs médico-stériles, donc mon chef de service et moi-même. En septembre 2024, vous voyez, c'est tout frais. On a effectué 2 réunions supplémentaires. Et en fait, entre-temps, il y a eu un aller-retour avec la commission dossier patient pour leur présenter la première version de notre outil et affiné. On en est donc là, à la conception de l'outil qui comporte 2 grandes étapes. D'une part, définir le format, le contenu, et ensuite le format d'interfaçage, comment pousser dans le dossier patient informatisé. Le format, on est parti sur un document PDF, format A4, on n'avait pas tout serré sur une petite carte d'implant. Et puis concrètement, on a pris les informations qui sont demandées, qui sont requises à partir de la réglementation, ce qu'on a vu en introduction aussi, et puis on a vu quels étaient les champs correspondants et s'ils étaient disponibles dans le logiciel pharma. Donc les données d'identification du DM, on a l'IUDID, j'ai quand même mis en gras si disponible, parce que tous les dispositifs médicaux n'ont pas encore d'IUDID. Et on trouve cette information dans le pharma du moment qu'on a renseigné le code CIODM sur la fiche produit et que ça nous a ramené l'IUDID. Également, on a des informations, le nom du fabricant ou distributeur et la référence fournisseur qui sont renseignées manuellement, on va dire, via le lien fournisseur-produit de notre fiche produit. Et on a pas mal d'infos qu'on retrouve aussi dans nos libellés produits qui sont normalisés. On y retrouve la référence fournisseur sans tiret, sans espace, le nom ou la dénomination commerciale du dispositif, les dimensions cliniques, et puis la dénomination selon la nomenclature de référence en vigueur, puisque ce n'est pas quelque chose encore qui bascule depuis CIODM, mais on y travaille. Les données d'utilisation du DM, la date d'utilisation du DM dans Pharma, c'est la date d'administration. L'identification du patient, les informations sont relativement exhaustives, hormis l'INS, l'identifiant national de santé, parce que déjà, on n'a pas une gestion exhaustive au sein de l'établissement et ça ne remonte pas encore dans Pharma à ce jour, on y travaille aussi. Pour les données d'identification du professionnel utilisateur, toutes les données réglementaires sont présentes dans Pharma. Enfin, ça c'est ce qui a été également dit en introduction, pour les DM qui sont certifiés de nouveaux règlements européens, les établissements de santé ont l'obligation de mettre à disposition par tout moyen permettant un accès rapide aux dites informations, les informations citées à l'article 18 du règlement européen, c'est ce qui était en introduction avec la durée de vie du dispositif, etc. Et la carte d'implant qui fait figurer l'adresse et le site internet du fabricant. Et nous, en fait, on s'est dit qu'on n'allait pas s'amuser à faire remonter ces informations une par une, mais que lorsque la base de DAMED serait fonctionnelle, on ajouterait une phrase sur notre document qui dirait qu'à partir de l'IUD, ils peuvent retrouver toutes ces informations sur la base EDAMED.
On a eu des réflexions, et je vais vous montrer les exemples ensuite, sur la mise en page, les mentions, les coordonnées, les commentaires en texte, et puis sur le nom de notre document, puisqu'on n'a pas appelé ça une carte d'implant, puisque c'est, on va dire, réservé à la définition du règlement européen. On a appelé ça une fiche synthèse d'implant. Voilà. Simplement pour vous parler, ça c'est une fiche produit de notre logiciel pharma, avec, vous voyez, un libellé aussi normalisé que possible, une valve à régulation de débit, OSV2 c'est le nom commercial, la référence 90 97 01, sans antichambre, débit de litre/heure, et dans lequel on a renseigné dans l'onglet produit l'identifiant CIEDM, ce qui nous permet de remonter l'IUD via la base d'interopérabilité. On renseigne notre lien fournisseur-produit puisqu'on en a besoin pour la commande de toute façon. Là, on a le fournisseur et puis quand on clique sur le lien Fourpro, on retrouve notre fournisseur et puis là, on a notre référence fournisseur sans tirer, sans espace, contrairement à ce qui peut être... c'est pas la même, là c'est normal, c'est pas le même exemple. Mais voilà, pour illustrer un peu le truc. Donc maintenant, je vous montre le document. Donc ça, c'est la version 1. On a fait pas mal de modifications. Je vais vous montrer la seconde version, notamment sur l'encart patient. Donc, toutes les modifications, en fait, ça a été après discussion. Alors, hormis la première, là, où on avait mis un petit blabla qui disait qu'un implant était un dispositif médical réglementé, qu'il pouvait s'altérer, dysfonctionner. On en a discuté avec les chirurgiens et on ne voulait pas, en fait, aller sur ce terrain-là parce qu'ils donnent déjà des informations de leur côté avec l'ordre de l'implantation. Donc, on a enlevé carrément ce petit paragraphe pour ne garder que quelque chose de vague sur le fait que ce document est remis à la poste suite à la poste du dispositif médical et qu'il faut le conserver précieusement. On a, vous voyez, travaillé sur le titre, puisque ça s'appelle une fiche synthèse d'implant. On a rajouté la date d'édition à côté. Pour le patient, on a enlevé monsieur, madame, on a mis nom d'usage, nom de naissance, premier prénom. Voilà, on a un peu normalisé les choses. On a eu une discussion avec la commission dossier patient sur la pertinence de mettre le numéro de téléphone du standard du CHU. Et c'est vrai qu'on s'est dit, le patient, il peut avoir ce document. S'il a un souci sur son implant, il va regarder. Est-ce que c'est pertinent s'il appelle le standard? Non. Donc, vous verrez, on l'a remplacé par une phrase en fait, qui dit de se référer au compte rendu opératoire sur lequel il y a les coordonnées du poseur et du service globalement. Et puis, les informations en colonne, là, on a la date d'administration, le nom du produit, la référence fournisseur, le service, le médecin. On avait 2 fois le fournisseur. Je vous montre la version finale à ce jour. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit, nom d'usage, nom de naissance, etc. Et vous voyez, on a mis cette information en bas, ce document généré automatiquement et opérateur ou d'intervention qui vous a été remis. On a le RPPS qui figure, etc. C'est peut-être pas la version finale, mais elle s'en approche. Et chose importante, oui, nous avons des erreurs de traçabilité, oui, nous faisons des rectificatifs. Et donc, on a prévu le circuit des erratums. Et Stéphanie va vous expliquer juste après comment ça se passe pour l'interfaçage et comment on fait apparaître cette mention. Ouais, parfait. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, Alice, tous les DMI sont tracés dans le logiciel pharma. C'est-à-dire que la base de données, elle contient toutes les informations nécessaires à inscrire sur la carte d'implant. Et il a fallu qu'on trouve un outil qui nous permette, à partir des données de la base de données, de générer les cartes d'implant en PDF. Donc, comme au CHU Clermont-Ferrand, on a Business Object, donc BO, on a choisi cet outil. Et donc, à partir de BO, on va faire 3 requêtes dans la base de pharma. Donc, la première, elle va établir la liste des patients qui ont une traçabilité qui a été réalisée la veille pour des dispositifs médicaux administrés. Donc, ça veut dire qu'on exclut les échecs de pause. Et on va aussi rechercher sur une année glissante toutes les modifications de traçabilité qui ont été réalisées. Et pour les détecter, en fait, c'est les pharmaciens qui réalisent ces modifications de traçable et ils remplissent un commentaire qu'on a défini ensemble et qui s'appelle tout le temps modif traçable avec le jour de la date de la modification. Et donc, ça nous permet de régénérer une nouvelle carte pour ces patients-là. Donc après, voilà. Donc après la deuxième requête qui est réalisée, c'est pour le contenu de chaque carte d'implant. Donc là, il y a toutes les données du patient, on récupère les informations et après on va générer donc tous les documents et on va aussi avoir une
on va rechercher tous ceux qui sont en premier document ou ceux qui sont annulés en place. Et donc, il y a 2 critères pour faire annuler en place. Soit il y a une modification de traçabilité, soit il y a des implants qui ont été tracés dans le format un jour donné et d'autres implants pour le même patient et le même séjour qui ont été donc tracés plus tard. Et on recherche donc les dates d'insertion dans le format qui sont différentes. Et à ce moment-là, on affiche annulaire en place après le titre du document. Voilà. Et ensuite, ça c'est pour préparer l'interface. Quand on a toutes les données nécessaires, on va générer avec BO un fichier qui sera le contenu du fichier HTML7. Donc, en fait, c'est un format d'interfaçage qui permettra après, dans un deuxième temps, de récupérer les informations nécessaires pour intégrer le document dans le dossier patient d'Easyli. Voilà. Donc, en fait, là, on voit la première partie que je viens de vous expliquer. Et donc, ensuite, une fois qu'on a tous ces documents qui sont dans BO, on utilise l'outil qui s'appelle BO 360 et qui, à partir de toutes les IEP, toutes les données des patients, chaque patient, il va générer et la carte d'implant et le fichier HL7 d'interfaçage. Donc ça, ces informations-là, il va les déposer, tous ces fichiers, il va les déposer sur le serveur format, serveur d'interface format. Et après, c'est depuis le serveur format, on met en place une planification pour à la fois générer les fichiers .ok, renommer les extensions .hl7 parce que BO ne peut pas générer de fichiers .hl7. Et ensuite, tous ces documents-là, format va les déposer sur le serveur d'Easyli. Donc, dans le .hl7 sont contenues à la fois les informations du patient et aussi toutes les informations qui permettent d'intégrer le document au bon endroit dans Easyli. Donc, par exemple, on va renseigner les informations comme le service, la spécialité, l'IEP du patient, et ça va nous permettre, quand les professionnels recherchent le document, d'avoir plusieurs critères de recherche qui la récupèrent rapidement. Ça va aussi contenir le nom du fichier, de la carte d'implant, et voilà, quoi, et toutes les informations nécessaires pour remettre au patient aussi. L'idée, c'était dans Easyli, on en a discuté avec la commission dossier patient, de le ranger avec le compte rendu opératoire, en fait. Il nous reste quelques petites étapes pour finaliser l'outil. On souhaite affiner le périmètre des DM à requêter, c'est-à-dire qu'on souhaite quand même exclure parmi les DM qui sont tracés dans notre logiciel pharma, ceux qui ne sont en fait pas soumis à traçabilité sanitaire. Donc en fait, c'est le cas des facturables non implantables, tous ceux qui sont remboursés titre 5, parce que ça ferait quand même mauvais genre que les patients aient des cartes d'implant avec la télécommande d'un neurostimulateur qui leur est implanté, par exemple. Et puis, c'est un peu plus à la marge, si on a certains dispositifs médicaux qui font l'objet d'une traçabilité organisationnelle, c'est-à-dire qu'ils sont tracés parce qu'ils sont en dépôt-vente, que le laboratoire veut des suivis des numéros de lot, et donc, et qui ne sont pourtant pas des implants. À l'inverse, on souhaite inclure d'autres dispositifs médicaux qui sont ceux d'ostéosynthèse restérilisable, puisque pour l'ostéosynthèse livrée à usage unique stérile, c'est traité comme des implants, mais on a une traçabilité aujourd'hui certaine, certes pas au numéro de lot, mais on aimerait bien qu'au moins la référence puisse être donnée aux patients, puisque c'est fait pour la neurochir et la maxillo qui sont remboursés LPP. Et enfin, il faut aussi qu'on travaille sur la gestion des kits qui incluent des accessoires de besoin implantés, typiquement un kit de valve d'hydrocéphalie dans notre libellé, parce que c'est pratique pour nous, on note qu'il y a le tunneliseur avec. C'est pareil, le tunneliseur n'est pas implanté, donc on va peut-être réfléchir à l'utilisation de libellé court. Il faut qu'on statue sur le moment de génération du document. Stéphanie vous a montré l'exemple sur le fait qu'on allait chercher les documents qui ont été produits la veille, mais en fait, notre traçabilité n'est pas systématiquement faite au plus près de la pause, puisqu'on a des traces intermédiaires par les secrétariats, qui a des traçabilités a posteriori par la pharmacie, que ce soit les prêts ou des problèmes de traçabilité. Et donc, l'idée, c'est de trouver un bon compromis pour ce délai. Il ne faut pas que ce soit trop tôt pour éviter la génération de trop nombreux documents, et pas non plus trop tard pour que le document soit disponible pour être remis au patient à sa sortie. Et on ne souhaitait pas faire des règles variables en fonction des UF, par exemple, plutôt pour la chirurgie ambulatoire, etc., parce qu'après, on pense que c'est difficilement maintenable.
mais on partirait sur J+1 pour nous aider sur ce délai. Donc là, on n'a pas eu le temps de finaliser ça. On a une requête sur les moments de réalisation des traçabilités, en fait, des statistiques pour voir quand est-ce que sont faits la plus grande partie de notre traçabilité, et puis surtout connaître les circuits actuels de remise des documents patients, parce que si on nous dit qu'en fait, dans les secrétariats, tout est envoyé par courrier une semaine après, notre problème sera vite réglé. Et également, on avait eu une réflexion sur l'édition via un appel contextuel, c'est-à-dire qu'à partir de EasyLy, pour pouvoir bloquer, pour pouvoir avoir un respect de la confidentialité, on pouvait faire un appel en fait et générer la carte d'implant à n'importe quel moment. Comme ça permettait au secrétariat de pouvoir remettre le document dès qu'il le souhaitait. Le problème, c'est qu'on a un risque d'éditer un document, de le remettre au patient sans qu'il ne figure dans le dossier patient informatisé, comme nous l'a justement fait remarquer la commission dossier patient. Donc là-dessus, on n'a pas statué parce qu'il faut qu'on valide tout ça. À venir, du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui, on en est là, à la conception d'outils, on va dire à 91%, on a fait le plus gros. Il va nous rester à valider cet outil. Donc, bien sûr, on repassera en commission de dossier patient pour la validation finale. Ensuite, on va avoir notre phase de test. Probablement une étape avec des tests de concordance entre la fiche de synthèse d'implant qui est générée et la traçabilité pharma. Il est entendu que si la traçabilité d'un pharma est fausse, la fiche de synthèse sera également fausse. Ça, ce ne sera pas vraiment de notre ressort. Et puis, seconde partie des tests, un test de génération des documents dans EasyLy Test pour voir si l'interfaçage se passe bien. Ensuite, il faudra partir sur le déploiement dans les services, après présentation aux services concernés. Pour l'instant, on n'a pas trop communiqué là-dessus, parce que c'est frais, et puis qu'on veut que ce soit bien, bien solide avant de le déployer. Et on s'est mis un objectif à 2025. On n'a pas précisé quel mois. En conclusion, donc, est-ce qu'améliorer l'interopérabilité est une mission impossible? Alors, à vous de voir. C'est en tout cas une solution temporaire. En attendant, j'ai mis le rêve de l'interopérabilité des logiciels. C'est sûr qu'on n'aurait pas à faire ça, mais ce n'est pas le cas. On n'a certes aucun investissement financier, pas d'achat de solutions logicielles d'interopérabilité. En revanche, c'est un investissement en temps humain qui est important, qui, c'est pareil pour tout le monde, et dans un contexte de manque de ressources. Je vous ai dit que j'étais RSMQ DMI. C'est une mission qui m'a été confiée à effectif constant, donc on s'est organisé, on va dire, au sein de notre service pour dégager du temps sur le projet. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui ressortent de ce projet. On a des réflexions très intéressantes puisqu'on travaille à une solution sur mesure, on s'approprie bien le sujet et ça nous a permis d'ores et déjà d'évaluer nos pratiques et de questionner notre utilisation des logiciels. En septembre, on n'avait pas les RPPS dans notre base de données, donc ça nous a permis d'avancer là-dessus. Prochainement, on devrait avoir la gestion des INS. Donc voilà, ça nous fait avancer. Ne surtout pas négliger le retentissement organisationnel, donc il y aura sur les équipes administratives et secrétariat. En estimation, en fait, sur 2023, ça aurait fait en fait, on a eu 12 000 patients qui ont eu des implantations, donc ça aurait fait 12 000 documents, y compris en cas d'erratum, puisque c'est quand même à penser. Sur le service pharmacie DMS, on a quand même un gros boulot qui est déjà amorcé, mais sur le fait d'assurer l'exhaustivité des informations dans notre base de données pharma, puisqu'il y a des étapes manuelles, les librairies de produits normalisés, le renseignement du code CIODM. Donc ça, c'est du boulot aussi. Et puis, globalement, tout le travail pour optimiser la traçabilité, puisque on va essayer encore plus d'augmenter le pourcentage de traçabilité au plus près de la pose. On se pose la question d'augmenter plus de dispositifs médicaux a priori, par exemple, commencer par les prêts d'ophtalmologie et puis peut-être d'autres prêts. On a également commencé un travail sur le recensement et l'analyse des DMI qui ne peuvent faire l'objet d'une lecture optique code barre, puisque oui, tout ne passe pas à la douchette. Réfléchir à des solutions correctives, par exemple réétiquetage. Et puis, il faut poursuivre le déploiement de la traçabilité en salle pour les spécialités concernées. Et également structurer la formation, la sensibilisation aux équipes. Tout cela parce qu'en fait, les erreurs de traçabilité que nous avons seront visibles par les patients. Ceci dit, je conclurai en disant que pour moi, ce projet, c'est l'occasion de prendre le problème à l'envers. On a beaucoup essayé d'optimiser la traçabilité, de sensibiliser les services. C'est parfois difficile. Donc là, peut-être que le fait que tout le monde sache que les cartes sont remises ensuite, les documents et la traçabilité est visible par les patients, par tout le monde, et je pense que ce sera un beau levier pour optimiser la traçabilité des DMI, puisque en fait, voilà, on arrive enfin à la destination finale. Ça ne reste pas juste dans notre système informatique. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation et tout ce travail sur le document unique institutionnel de traçabilité sanitaire des implants. Je vais juste prendre une petite question avant de donner la parole à l'équipe de la clinique Inkermann, puisque c'est une question très précise en lien avec le travail sur votre document, c'est en lien avec l'INS. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre le nom d'usage avant le nom de naissance? Alors concrètement, c'est la commission dossier patient qui nous a dit de faire comme dans EasyLy. Donc on a fait comme c'était fait dans EasyLy. On n'a pas eu de réflexion plus que ça là-dessus, de notre côté. Mais je pourrais demander. Alors, on reprendra, on détaillera les... Pardon, allez-y. Non, en fait, je ne sais plus si on a le nom de naissance en premier, mais je pense que c'est le nom d'usage en premier. Ça a été relevé, donc je pense que c'est peut-être ce que tu as présenté initialement. Ouais. Mais en tout cas, c'est conforme avec le logiciel, le DPI, c'est conforme avec ce qui est fait dans votre DPI, qu'on ira revoir sur le DPI. Les autres questions, on les prendra à la fin, puisqu'elles sont de l'ordre plus général et moins en lien avec uniquement cette présentation-là. Du coup, sans transition, je donne la parole maintenant à la présentation de la clinique Inkermann sur son circuit et sa traçabilité sanitaire. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre expérience sur le circuit du DMI. Comment l'informatisation nous a permis d'améliorer la remise du document de traçabilité des DMI aux patients à leur sortie et comment nous communiquons avec la ville. Tout d'abord, on déclare aucun conflit d'intérêt avec les logiciels cités dans ce topo. Donc la polyclinique, c'est un plus petit établissement que le CHU. On compte 10 salles d'intervention, 51 lits de chirurgie, 26 lits de chirurgie ambulatoire et on a un circuit court et on compte 13 fauteuils par vacation, c'est-à-dire par demi-journée par praticien. Et au niveau de l'effectif pharma, au niveau du bloc, nous avons 2 préparateurs en pharmacie et un gestionnaire de DMI. Donc, avant l'informatisation, l'informatisation, elle a eu lieu en 2022. Je vais juste vous présenter ce qu'il y avait avant 2022. Avant 2022, seule la partie gestion de stock était informatisée. Lors d'une cartographie des risques sur le circuit des DMI, plusieurs alertes, il y avait plusieurs alertes. Lors de la réception, les DMI étaient entrés en stock manuellement avec une ressaisie des numéros de lot par les préparateurs et gestionnaires des DMI. Notre stock DMI était déjà informatisé, c'était la seule chose qui était informatisée avec notre logiciel de gestion. En salle, les infirmières collaient simplement les étiquettes sur des feuilles de traçabilité, puis ces feuilles étaient redonnées au bureau des DMI afin d'effectuer la traçabilité patient dans notre logiciel et effectuer la gestion du renouvellement du stock et la génération des factures. Donc, les préparateurs et gestionnaires de DMI saisissaient donc manuellement toute cette traçabilité. Il pouvait donc y avoir des erreurs, des risques d'erreur sur les entrées, sur les numéros de lot et aussi sur les dossiers patients. Au niveau de la sortie, aucun document n'était remis au patient à sa sortie. Je parle de documents générés par nos systèmes d'information. Le document de traçabilité issu de notre logiciel était imprimé et envoyé par voie postale après la sortie du patient par les préparateurs et gestionnaires de DMI. De plus, dans le service de soins de chirurgie, aucune information sur la pose de DMI. Et aucun audit avait été fait sur la remise d'un document de traçabilité sur ce circuit. Par contre, sur certaines interventions, qui étaient les cataractes, les poses de sites implantables et les stimulateurs cardiaques, la carte d'implant était remise à la sortie. Mais on n'a aucune notion de savoir si on était sur 25, 50, 75% ou 100% de nos patients. Donc, en 2022, il y a eu le projet d'informatisation du bloc opératoire, projet porté par le groupe Elsan auquel nous appartenons.
Donc, les étapes informatisées étaient la checklist, l'entrée et la sortie du patient en salle d'intervention, les étapes de bionettoyage, les différents intervenants en salle, c'est-à-dire chirurgiens, infirmières, anesthésistes, et la gestion du stock des DM et DMI, c'est-à-dire de la réception de la commande à la traçabilité de pose du DMI. Ce logiciel, donc c'est le logiciel ScanDM de iTrace. Ce logiciel a été interfacé avec les autres logiciels de l'établissement. Donc, interface avec notre logiciel de gestion de stock. Chez nous, c'est S400 GFI. Interface également avec le logiciel DPI IMED Nexus. Et interface avec notre logiciel de stérilisation pour pouvoir scanner également nos boîtes de sté Optine Nexus. Ça, le dernier point est en cours. Donc, deux services étaient concernés en plus du bloc opératoire, le service de chirurgie conventionnelle et le service d'ambulatoire avec le circuit court pour les interventions de la cataracte et des canals carpiens. Donc, lors du déploiement de cette informatisation, il y a eu nécessité de former nos équipes, notamment au réglementaire et au niveau organisationnel. Lors de ces formations, plusieurs outils ont été proposés aux infirmiers. Tout d'abord, présentation de ce nouveau circuit avec la remise d'un document de traçabilité aux patients. Il n'y avait plus d'envoi postal du document. Et de plus, on a remis, en fait, on en a profité lors de ces formations de réexpliquer qu'est-ce qu'était un DMI en fait aux infirmiers, quelle était l'importance de cette traçabilité, et on a réinsisté sur l'importance de la matériovigilance avec le fait de déclarer tous les événements sur ce fameux circuit DMI. Erreur de pause, erreur de, enfin, tous les effets indésirables qui pouvaient survenir sur ce circuit. Donc, depuis avril 2022, tout notre circuit DMI a été informatisé. La réception des commandes se fait maintenant par simple scan, soit de QR code, soit de code à barre selon les boîtes de DMI. Il y a une interface avec le logiciel de gestion pour les entrées en stock, donc plus d'entrées manuelles, pas de changement sur notre gestion de stock informatique. En salle, la traçabilité des DMI se fait également par scanette, par scan du DMI. Les infirmières scannent les DMI. Et elles ont déjà auparavant scanné le patient et la salle, donc l'erreur de dossier est moindre sur ce côté-là. Lors de la réalisation de notre cartographie des risques de ce nouveau circuit, un risque par contre a été identifié, c'est le risque d'oubli de scanner un DMI en salle ou de le scanner 2 fois parce que c'est possible. Donc on travaille avec une solution pour alerter les gens sur le fait de scanner en double. Quand l'intervention est terminée, les préparateurs et gestionnaires doivent valider en fait les interventions sur notre logiciel ScanDM. Là, je vous ai mis la vue du logiciel ScanDM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle vérifie en fait tous les DMI qui ont été scannés en salle en fonction des interventions et pour chaque patient en temps réel. Une fois l'intervention validée, ces infos de pose DMI sont envoyées par flux automatique vers notre logiciel de gestion AS400 pour permettre en fait la gestion de stock. Attention, on peut avoir des problèmes de flux dus à des problèmes, par exemple, des numéros de lot erronés, des implants mal paramétrés ou des problèmes sur les numéros de dossier, soit on n'est pas sur le bon numéro de dossier ou autre. La deuxième interface avec le logiciel ScanDM, donc c'est une interface avec notre DPI. Une fois l'intervention donc validée par les filles, les informations de traçabilité de pose de DMI sont envoyées vers le DPI. Là, c'est envoyé également par flux. On passe par un hébergeur qui s'appelle Kiops chez nous. Donc, c'est posé la question du circuit court CATA, pour les cataractes, excusez-moi. Les interventions, là, sont validées en automatique, sont validées et envoyées automatiquement vers le DPI. Ce circuit avait été mis en place afin de remettre à la sortie le document de traçabilité en plus de la carte d'implant. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des erreurs de scan
par les filles en salle. Et malheureusement, l'information, vu que c'était une validation automatique, l'information a été directement envoyée dans les DMP. Donc, cette étape a été jugée à risque et nous sommes en train de nous poser la question de revenir en arrière devant ces erreurs de saisie. Dans les services de soins, les infirmières, au niveau des services de soins, les infirmières impriment en fait le document de traçabilité depuis le DPI et peuvent le remettre du coup en main propre au patient à sa sortie. L'infirmière du coup informe beaucoup mieux en fait le patient sur la pose de DMI, ce qui nous permet en fait de remettre en fait le patient acteur de sa santé et le remettre au centre de sa prise en charge. Ce document de traçabilité est envoyé directement au DMP et aux professionnels de santé par messagerie sécurisée. Donc, au niveau du service de soins, on a également travaillé en fait pour faciliter au mieux la récupération de ce document. Donc notre référente nous a paramétré en fait tous les environnements de notre DPI. Donc à gauche, vous voyez une vue d'infirmier. Et donc nous avons maintenant une petite pastille qui s'appelle DPI. Et en cliquant sur cette petite pastille, on ouvre directement la fiche patient. Et la fiche patient, c'est ce qu'on appelle le document de traçabilité de pose de DMI. Au niveau de notre logiciel, au niveau de notre DPI, donc là, on a la vue des documents joints. Le document fiche patient est envoyé vers le DMP et les professionnels de santé par messagerie sécurisée une fois la sortie du patient effectuée sur le DPI. Donc, cet envoi de documents ne se fait que depuis septembre 2023. Dans le DMP des patients, ce document est intitulé « Compte rendu d'actes thérapeutiques autres ». Parce qu'on allait se poser la question de savoir comment ils pouvaient se nommer dans les DMP, parce que nous savons qu'il n'y a pas forcément de renseignements sur les implants au niveau du DMP. Donc, dans la lettre de liaison, on retrouve également les informations de pose de DMI. Donc, ces informations sont reprises partiellement. On indique seulement, nous, si il y a une pause de DMI, c'est-à-dire par la réponse oui ou non, et on associe, vous voyez, juste en dessous, on indique en fait qu'une fiche de traçabilité sera également envoyée au médecin traitant et au patient. Mais ce document de traçabilité n'est pas directement lié en fait à la lettre de liaison quand on fait l'envoi dans le DMP. Voilà, on avait quand même un petit focus à faire sur 2 blocs opératoires, le bloc vasculaire et orthopédique. Donc on a encore on a un double circuit sur la traçabilité. Les raisons de cette organisation en double traçabilité, c'est dû au DMI en prêt. Donc nous, on stocke dans notre logiciel de gestion des DMI non stériles et présents donc, dans nos boîtes d'ancillaires et devant un nombre important de DMI posés. Donc, ça nécessite une double organisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a les étiquettes des DMI sont collées sur nos anciennes feuilles de traçabilité. Et il y a également un scan de DMI posé. Donc ça nécessite en fait vraiment une proximité plus du bureau DMI avec le bloc opératoire et les infirmières. Donc, depuis la mise en place de ce nouveau circuit, on a voulu réaliser en fait des audits de pratique. Donc, on a réalisé des études rétrospectives, évidemment, sur différents dossiers. Donc, on a estimé environ 100 dossiers à analyser sur 2 services, sur le service de chirurgie générale et sur le service de chirurgie ambulatoire. Les dossiers sont évalués par pharmacien, responsable qualité, et on a voulu absolument intégrer les infirmières référentes de ces services-là pour également faire de la formation et de la sensibilisation. Les grilles d'évaluation avaient été validées par un groupe pluridisciplinaire. Les critères d'évaluation étaient donc l'indication de la chirurgie, le nom du chirurgien,
la présence dans le DPI du document de traçabilité de pause issu de ScanDM, donc voir si les passerelles se faisaient bien, savoir si ce document avait été ouvert par une infirmière, parce qu'on peut tout retracer, et on s'était dit que s'il avait été ouvert, ça voulait dire qu'il avait été imprimé. Et est-ce que ce document avait été envoyé vers le DMP? Parce que ça, c'est un transfert qui doit se faire automatiquement. Donc, on voulait voir si les flux étaient corrects. Au niveau de nos sorties, de nos fiches de sortie sur notre DPI, nous avons des petites cases où il y avait soit traçabilité des DMI, donc l'infirmière cochait si elle avait remis une traçabilité de DMI, et ou si elle avait remis la carte d'implant. Et on avait aussi regardé l'identité de l'infirmière qui a réalisé la sortie, parce qu'on s'était dit, si jamais on avait des infirmiers qui n'étaient pas très bons sur ça, on aurait pu aller les voir individuellement, et c'est ce qu'on a fait, comme ça on peut resensibiliser encore mieux les gens au circuit. Donc, au niveau du service ambulatoire, donc sur l'année 2022, il n'y avait pas d'envoi de documents de traçabilité dans le DMP, donc c'est pour ça que nous sommes à 0 sur l'année 2022. Par contre, sur les années 2023 et 2024, donc l'envoi s'était bien fait dans le DMP. Attention, on nuance, on est sur du 100% sur l'envoi dans les DMP. Il faut faire attention, tous les patients n'ont pas encore de DMP ouvert. Donc, notre référent email nous a dit de nuancer ce 100% parce que, voilà, nous, on a eu la chance de systématiquement retrouver un envoi DMP, mais ce n'est pas la réalité du terrain. Donc voilà, donc on arrive, donc en vert, juste, excusez-moi, en vert apparaît le document, est-ce que le document de traçabilité était présent dans le DPI? Donc ça voulait dire que est-ce que ScanDM, après validation des filles, déversait bien dans le DPI, et en bleu, on évaluait du coup la remise du document de traçabilité. Donc on voit qu'on était assez content parce qu'on était assez bon sur nos chiffres. On a voulu aller un peu plus loin avec le service ambulatoire parce qu'on a pas mal de cataractes et donc avec les cataractes, on remettait une carte d'implant. Donc on a voulu voir s'il y avait une différence en fait de remise de traçabilité entre des DMI avec carte d'implant et des DMI sans carte d'implant. Et donc, comme vous voyez, donc, les DMI avec carte d'implant, on a une traçabilité à 95%, alors que les DMI sans carte d'implant, on a une traçabilité qu'à 74%. 64%, on l'explique parce qu'il y a le côté humain, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des préparateurs ou gestionnaires de DMI qui valident l'intervention pour générer en fait notre document ScanDM. Donc, les filles travaillent pas sur les mêmes amplitudes horaires que le service ambulatoire. Donc, c'est également pour ça qu'en fin de journée, on pouvait avoir des petits manquements de traçabilité. Au niveau du circuit, au niveau du service de chirurgie conventionnelle, pareil, sur le premier graphique en haut, donc l'envoi de DMP n'était pas fait en 2022, donc c'est pour ça que nous sommes à 0. Et après, en fait, on s'est aperçu, je vous ai mis un autre graphique juste en dessous, qu'il y avait une différence en fait entre l'impression du document de traçabilité et la traçabilité dans le DPI. La traçabilité dans le DPI, je vous rappelle, il fallait cocher, les filles cochent en fait tout ce qu'elles remettent aux patients à la sortie. Et en fait, en 2022, on voyait que les documents de traçabilité étaient imprimés à 66%, alors que les filles ne le traçaient qu'à 9%. Et donc, en discutant avec le service, ils nous disaient tout simplement qu'ils n'avaient pas forcément la notion de tracer ces informations. Cette petite case traçabilité DMI était bien sur leur diagramme de sortie, mais les filles ne savaient pas forcément à quoi cela correspondait. Donc c'est pour ça qu'on a refait de la formation, et vous voyez, en 2023 et 2024, on arrive, ces différences en fait entre l'impression et la traçabilité se sont clairement atténuées.
Donc, les points forts donc, de l'informatisation de ce circuit, c'est qu'on a vraiment nous pu améliorer les circuits d'IDMI, améliorer la remise du document de traçabilité aux patients et communication avec la ville, avec envoi du document par messagerie sécurisée, donc à la fois dans le DMP et dans tous les professionnels qui sont rattachés à ce patient-là. Mais bien évidemment, nous avons des difficultés sur ce circuit-là, besoin de formation, donc équipe pharma, bloc, service de soins, surtout bloc opératoire, quand nous avons des filles, des intérimaires en salle ou quoi, faut vraiment reformer les gens sur le fait de ne pas oublier, parce que si c'est pas scanné en salle derrière, il y aura bien évidemment une traçabilité partielle ou erronée. Et nous sommes confrontés à un manque de rigueur des intervenants du circuit, c'est-à-dire également erreur de scan ou oubli de scan en salle. Et au niveau de la formation, bien former également les infirmières en service de soins, c'est-à-dire lors de la sortie en ambulatoire ou dans le service le service de chirurgie, reformer sur cette fameuse nécessité de remise du document. Donc, pour aller un peu plus loin, en fait, au cours de ces audits avec les infirmières, on s'est posé la question, que retiennent nos patients de l'information, excusez-moi, transmise, il y a un S en... De l'information transmise, voilà, on se pose toujours la question parce que les infirmiers nous disent qu'ils remettent de plus en plus de documents pour essayer de les remettre au centre de leur parcours, qu'ils soient acteurs de leur santé, sauf que sur des personnes, sur des circuits cataractes, des fois, c'est pas toujours facile. Donc, on essaye de travailler en fait sur pour mettre de l'affichage ou des vidéos, soit dans les salles d'attente de chirurgiens, d'anesthésistes ou en chambre de patients. Voilà, on essaye de réfléchir comment on pourrait amener en fait plus d'informations aux patients. Donc, on a mis un petit flyer. D'ailleurs, c'est un document de l'Omedit. Et il y a également le lien d'une vidéo. Dispositifs médicaux, tous acteurs. Donc voilà, comment nous pouvons essayer d'améliorer au maximum cette information que nous avons et comment on la transmet à nos patients. Et du coup, pour finir, pour bien réussir en fait une informatisation, il faut bien sûr les bons outils informatiques, mais également il faut travailler sur les bonnes organisations au niveau des services et ne pas négliger la formation pour bien impliquer tous les acteurs sur ce circuit. Merci beaucoup à vous pour cette seconde présentation où effectivement on a pu voir surtout votre évolution dans la traçabilité, le déploiement de l'outil informatique et finalement l'enjeu qu'il y a derrière d'accompagner ce déploiement et d'accompagner les équipes. On a bien vu les évolutions de vos graphiques sur le fait de tracer, d'éditer le document de traçabilité, puis bien de le remettre après. Et on voit encore qu'en 2023-2024, il y a toujours une petite marge de progression et que ça évolue toujours favorablement avec ce petit écart en fait entre le fait que je fasse et le fait que je trace ce que j'ai réalisé. Donc merci beaucoup pour ces présentations. On va passer du coup aux différentes questions qu'il y a pu y avoir déjà dans le chat ou dans la partie questions-réponses. N'hésitez pas à interagir encore au niveau des chats. Si je reprends un petit peu dans l'ordre des différentes questions, en préambule, il y avait la question sur la carte d'implant. Est-ce qu'elle devait être scannée dans le DPI? Donc, je vais répondre moi rapidement. Nous sommes d'accord que ni à la clinique Inkerman ni au CHU de Clermont-Ferrand, vous scannez la carte d'implant et vous la mettez dans le DPI à ce jour. Non, je peux répondre. Non, nous, un Kerman, on ne scanne pas, on scanne pas la carte. Non, mais par contre, du coup, vous avez dans la traçabilité de ce qui est fait, la checklist, enfin la case à cocher, carte d'implant remise, quand vous avez bien fait la distinction entre les DMI avec carte d'implant et les DMI sans carte d'implant. Exactement. Ouais, on a deux cases en fait. On a soit la carte d'implant ou fiche DMI. Et nous, au CHU de
Non, enfin, sauf service particulier, l'implantologie dentaire. Et je ne crois pas que ça fasse partie de nos projets, parce qu'en fait, ça nous paraît être très compliqué à mettre en œuvre. De scanner la carte d'implant, tu veux dire? Ouais. Oui, Parce alors qu'en fait, on part sur le parti de faire pousser les infos, ensuite d'avoir l'IUD et de retrouver les informations, parce que ça nous paraît pas pertinent comme solution. On discutera probablement avec les secrétariats. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que vous êtes reparti dans la présentation un peu des définitions du règlement européen et c'est vrai que au niveau originel, c'est vrai que c'est une obligation des fournisseurs qui est plus voilà, en lien avec leur marquage CE et derrière, il faut qu'ils fournissent la carte d'implant. C'est repris dans l'arrêté management. Néanmoins, l'arrêté management demande une interopérabilité de l'ensemble des informations et à ce jour, le plus pertinent reste de se baser sur cette IUD qui est un peu la source des informations que après vous pouvez aller retrouver normalement. Enfin, on pourra retrouver sur Eudamed tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est une question qu'on a souvent, hein, intégration des données de la carte d'implant ou non. Et c'est vrai que c'est en fonction des circuits que vous pouvez le faire. En tout cas, pour répondre, je rebondis sur la dernière question. Il y a une autre question qui a été posée sur est-ce qu'il est conforme de ne pas utiliser la carte d'implant du fabricant? Donc la réponse est non. À partir du moment où le fabricant met à disposition une carte d'implant, l'établissement doit remettre cette carte d'implant au patient. Après, l'établissement n'a pas l'obligation de scanner cette carte d'implant. L'obligation, elle est réglementaire en lien avec la matériovigilance. L'établissement a l'obligation de tracer dans son DPI ce qui est implanté au patient et ce qui est implanté, ce sont l'ensemble des données de traçabilité sanitaire. Nous avons des questions autour de l'aspect de l'interfaçage, puisqu'on voit bien que la première présentation du CHU de Clermont-Ferrand reprend l'enjeu autour de l'interface entre les différents logiciels et qu'en cas d'absence de communication, on met en place un système D. Donc la question c'est, vous avez mis en place un système D avec BO, est-ce que pour autant vous avez fait une demande d'évolution à Pharma d'interfaçage avec alors Easily et la deuxième question c'est Pharma et Cardio Report. Une interface existe mais a priori elle est partielle. Est-ce que vous vous en servez ou pas? Donc désolé, 2 questions. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait expressément, enfin, on n'a pas fait la demande d'évolution à Computer Engineering, ça c'est clair. Et après, on savait aussi qu'on sait intégrer les fichiers SL7 avec des PDF associés dans Easily sans intervention d'Opsys. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est parti sur cette solution. Mais on a quand même aussi un autre collègue qui essaye de se faire parler Opsys et Easily. Enfin, Opsys, c'est Pharma. Mais a priori, c'est à moyen terme, c'est pas du tout possible. C'est vrai qu'on peut tous demander une demande d'évolution. Ça coûte rien. Et la deuxième, Cardio Report. Effectivement, il y a un interfaçage. Alors, je ne serai pas la plus chevronnée pour vous répondre à ce sujet. Je peux pas vous répondre là-dessus parce que nous, le parti était plutôt de garder la traçade en pharma. Honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est pas moi qui dirais ça. Là, a priori, l'interfaçage existe, mais il n'y aurait pas l'indication qui serait poussée dans Pharma ou l'indication ne communiquerait pas entre les deux. Donc, il y aurait moi, ce que je qualifierais d'interfaçage partiel. Du coup, si toutes les données pertinentes ne sont pas poussées ou ne communiquent pas d'un logiciel A à un logiciel B et vice-versa, on s'aperçoit que finalement, c'est un interfaçage qui est du coup utilisé ou utile, partiellement utile, du coup, et on ne peut pas l'exploiter jusqu'au bout. Et comment convaincre Cardio Report d'évoluer? Il faut retourner vers la Société française de cardiologie qui gère Cardio Report. Et à l'occasion, on ne manquera pas de leur faire la remarque, mais à voir après, le problème d'un interfaçage, c'est qui est le donneur d'ordre entre Pharma et Cardio Report. Et là, pour le coup, l'objet est plus sur les organisations que vraiment sur l'aspect outils et logiciels. Une dernière question, donc pour la clinique Inkermann, c'est plutôt sur l'aspect organisationnel. Vous évoquez, vous avez utilisé 2 types de profils profil de poste. Vous évoquez un préparateur DMI et un gestionnaire DMI. Quelle différence vous faites?
Alors, historiquement, nous, sur Inkerman, Cécile est là depuis très longtemps. Et en fait, elle n'a pas la formation préparateur, mais est de grandes ressources pour nous, pour la gestion des DMI. Mais elle fait quand même partie de l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'elle est gestionnaire DMI et pas préparatrice. Merci. Je pense que c'était ça la question sur les niveaux de formation. Pour le CHU de Clermont, il y avait une demande. Est-ce que vous avez évalué la proportion de documents que vous allez devoir retravailler manuellement en lien avec en fait, la marge que vous avez d'erreurs de saisie, d'IPP ou d'échec de pause, en sachant que vous avez évoqué comme chiffre 12 000 documents, donc je suppose que c'est 12 000 patients implantés. Et du coup, sur ces 12 000 patients implantés, vous avez une idée de la proportion de rattrapage, d'erreurs? Pour l'instant, non. Je ne sais pas si on veut le savoir tout de suite. On sait qu'on est à 98% de traçat, on a 2% de pertes, ça c'est une chose. Après, sur les erreurs de traçat, en fait, on a des stats qu'on n'a pas encore pu exploiter, mais il y a à la fois la traçat complémentaire qui n'est pas vraiment une erreur, c'est-à-dire un patient qui a eu un implant en dépôt, plus il a eu du pré, donc c'est tracé quelques jours après, donc ça sort dans le circuit des erratums, même si ce n'est pas vraiment une erreur, c'est un complément de traçat. Et sur les erreurs de traçat, non, j'ai pas de chiffres, mais c'est des choses qu'on va regarder très certainement. Les erreurs à proprement parler avec une annulation et une réalisation des nouveaux de la traçat. Puis ça va être difficile parce que c'est pas forcément accolé à la pose qu'on se rend compte. Parfois, c'est plusieurs mois après, quand on veut tracer un autre patient, que le lot est plus dispo, on détricote et voilà. Donc là-dessus, non, on est dans le flou aussi, on n'a pas tout à fait fini tout ça. Alors, j'ai un peu de retard sur les questions. Imprimez-vous systématiquement le document de traçabilité de pause pour le donner au patient à sa sortie et l'envoyer au médecin traitant? Est-ce qu'un envoi dans le DMP, est-ce que finalement la question c'est est-ce que la dématérialisation et l'envoi dans le DMP ne pourraient pas suffire si tant est qu'on ait bien informé le patient en lui expliquant ce qui a été fait au niveau numérique? Nous, on a fait le choix, Inkerman, du coup, d'envoyer dans le DMP. Mais aussi essayer de garder en fait une remise de documents pour remettre toujours ce patient au cœur de son parcours de soins. C'était pas ça la question? Si, pardon, je sais. Peut-être. Comme je fais les deux en même temps, désolée, j'ai fait la moue. Non, mais ça, c'est aussi repris dans les textes, parce que c'est vrai qu'on l'a souvent dit, c'est vrai effectivement, c'est sécurisant d'avoir le document dans le DMP, mais il faut penser qu'aux patients, en général, tout le monde n'accède pas facilement au DMP. Le texte prévoit bien une remise à la sortie et une information qui doit être remise au patient. Donc, je pense que cette étape de remise au patient, même si on sait que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de documents à remettre, c'est quand même un élément qui est essentiel à garder. Ouais, mais nous, du coup, c'est pour ça qu'en amont, on voulait essayer de faire de l'information dans les salles de soins où on sait que les patients passent pas mal de temps dans ces salles d'attente de praticiens. Et donc, peut-être mettre sur des écrans des vidéos d'information à ce moment-là, à ce qu'à la sortie, ils reçoivent vraiment beaucoup d'infos. Alors, nous, les infirmières, disent un petit mot sur chaque document, mais voilà, essayer peut-être de mettre sur un autre temps l'information DMI. Alors, je vais répondre à une question qui revient un petit peu régulièrement, c'est est-ce qu'il y a des consignes nationales pour flécher les informations relatives à la pose d'implants dans le DMP? Alors, on a posé la question plusieurs fois. Nous avons eu au niveau du réseau Médit une réponse. On sent que l'univers du numérique en santé est en pleine évolution. Donc, le sujet de l'implant, des DM implantés et de la traçabilité sanitaire des DM implantés est un sujet qui est connu au niveau national, qui a été fléché comme une action devant encore être menée. Et donc, je vais vous lire les réponses qui ont été faites, puisque finalement, il y a un peu 2 instances qui interviennent.
Donc la première réponse, donc c'est une réponse qui nous a été faite par le volet assurance maladie, puisque le DMP, c'est l'outil lié à la prise en charge du patient en ville. Donc l'ANS indique qu'aujourd'hui, il n'existe pas de document spécifique. Donc en fait, il n'y a pas de format dédié au document, ce qui légitime ou ce qui explique le travail réalisé au niveau du CHU de Clermont-Ferrand. Donc on n'a pas de guidelines sur un document standard type de traçabilité sanitaire, équivalent à la carte d'implant, donc fournie par le fabricant, au niveau de la matrice d'habilitation. Donc en fait, au niveau de la matrice du DMP, il n'y a pas de document listé, formaté, correspondant à ce document de traçabilité sanitaire. Donc, ce qu'ils exposent, c'est qu'éventuellement, ce qui est attendu, c'est que ils supposent au niveau de l'ANS, Agence du numérique en santé, que ces données de traçabilité sanitaire soient intégrées, donc c'est bien, ils supposent, soient intégrées dans le compte-rendu opératoire. Donc, je vous épargnerai le type de code. Mais il n'y a pas non plus d'informations structurées à l'intérieur du compte-rendu opératoire en lien avec cette traçabilité et ces données de traçabilité de DMI. C'est pour ça que je dis bien qu'il suppose, puisqu'il n'y a pas de structure imposée et associée au compte-rendu opératoire et aux informations liées à l'implant. Donc pour le moment, ce qui est recommandé, c'est d'essayer donc par l'ANS, dans la mesure du possible, de mettre dans le compte-rendu opératoire les informations liées à la traçabilité sanitaire des implants au moment d'intervention. Et la DNS, donc la délégation du numérique en santé, indique que donc c'est un sujet qu'ils ont en tête, sur lequel ils vont travailler et qu'à terme, ils vont essayer de proposer un document qui s'appellerait traçabilité DMI, donc qui correspond à la fiche de synthèse du CHU de Clermont-Ferrand par exemple, ou au document de traçabilité de la clinique Inkermann. Et à ce jour, pour le moment, ce qui n'a pas été décidé, c'est est-ce que c'est un format, est-ce qu'ils iront sur un document standardisé et travaillé, ou est-ce qu'en fait, il y aura un champ qui s'appellera traçabilité DMI à l'intérieur du DMP dans la matrice d'habilitation et on ira déposer ces documents à l'intérieur. Donc voilà, est-ce qu'il y a une pertinence d'aller faire un travail, de standardiser en fait le travail qui est fait au CHU de Clermont-Ferrand pour uniformiser l'intégralité du contenu, donc documents de traçabilité sanitaire standardisés, ou est-ce qu'il va y avoir un champ dédié pour déposer les documents des différents établissements dont le format ne sera pas standardisé. C'est les deux options qui existent, qui sont en tout cas à l'étude à ce jour au niveau du ministère, enfin au niveau national. Voilà, j'espère que j'ai essayé de traduire sans vous parler de code LOINC, de type code et de vous mettre des numéros chiffrés qui seront à l'oral pas très digestes. Sur les dernières questions, je ne sais pas si d'autres, pendant mon explication, ont pu prendre des questions que je n'aurais pas citées. Il y a des questions sur la traçabilité par rapport aux ancillaires en dépôt prêt. Effectivement, le côté un peu comment vous le faites en pratique. Tout ce qui va être en prêt, voilà, on sait que souvent la traçabilité peut être faite a posteriori. Alors nous, ça fait partie de ces petites particularités. On n'est pas proactif sur ce sujet-là. En fait, ce qui se passe, c'est souvent, Cécile, c'est le labo qui nous fait l'inventaire de ce qu'on a posé, en fait. C'est-à-dire quand on retourne l'ancillaire, ils font l'inventaire et ils nous renvoient tout ce qui a été posé et après, nous, on fait la régule. Comme ça, en fait, c'est précis. Sinon, il y a des vis qui étaient oubliées, il y a… Comment? Et du coup, en lien par rapport à l'information du patient, du coup, c'est envoyé a posteriori? Oui. Après, généralement, c'est sur des patients qui seront hospitalisés, donc on aura l'information avant la sortie du patient. Donc, la fiche de scan DM, elle sera envoyée dans le DPI avant, probablement, on n'a pas fait d'audit, hein, elle sera probablement faite avant sa sortie. Puis, on a un autre recours aussi, c'est Xavier.
qui va Voilà. contrôler. On a quand Voilà, même comme deux par garde-fous. exemple, ce matin, là, il fallait que je renouvelle pour d'autres interventions, d'autres pauses qui vont avoir lieu le 10. En fait, on a Xavier qui va contrôler l'ancillaire et il vérifie tout ce qui a été posé si ma fiche de pause correspond avec ce qui manque dans l'ancillaire. Donc ça, c'est avant que l'ancillaire reparte Oui. en stérilisation. Parce qu'une fois qu'on a utilisé l'ancillaire, ça repasse en stérilisation. Et à la stérilisation, il y a quelqu'un qui refait l'inventaire en fait de la boîte. Voilà. Et après, on demande quand même aux fournisseurs de nous refaire un inventaire pour savoir si on est en adéquation avec ce qu'on a rentré dans le logiciel. Merci, je pense que ça répond à la question. Ensuite, je pense qu'on a plutôt fait le tour. Il y a quelqu'un qui voulait savoir pourquoi le nom et les coordonnées du poseur chirurgien ne sont pas sur la fiche de synthèse d'un plan. En fait, oui, c'est ce que j'étais en train de voir. En fait, c'est juste qu'on n'a pas écrit chirurgien-poseur, mais on a écrit médecin, en fait. Parce que, est-ce que c'est toujours des chirurgiens? Ça peut poser question pour des big-lines ou des trucs comme ça. On a mis médecin, mais c'est sous-entendu médecin-poseur. Donc, effectivement, c'est vrai qu'à la lumière de votre interrogation, c'est peut-être pas très clair. Mais voilà, enfin, elle y est, elle est peut-être juste mal exprimée dans l'intitulé de la colonne. Et une autre personne voulait savoir si vous intégrez la date de péremption du DM et la durée de vie du DM sur la carte, enfin, sur le document de traçabilité. Alors, la date de péremption, parce qu'on trouvait ça pas très pertinent, on avait peur de faire peur aux patients, en fait, qu'il y ait une mauvaise info qui soit communiquée. Enfin, je veux dire, c'est avant l'utilisation, la date de péremption. Et sur la durée de vie limitée, non, parce que pour l'instant, on n'a pas moyen de pousser ces infos. Et ça va avec ce que je montrais sur la version 1, qu'on avait mis un petit texte, un petit blabla, que les chirurgiens, ils nous ont dit, nous, on remet déjà des tas d'informations spécialisées sur les dispositifs médicaux et on estime à nous de le pousser depuis la traçabilité, les infos réglementaires standards. C'est un peu trop médical et spécifique à chaque implant pour qu'on le pousse par ce biais-là, selon nous. Je pense qu'on a fait le tour. Une autre question voulait savoir si l'agrafage était considéré comme un DMI chez vous. Le DMI, c'est ce qui est écrit d'ailleurs. Nous, c'est un DMI, mais c'est exclu du décret de traçabilité, en fait. C'est toutes les adresses. On n'est pas obligé de... Nous, c'est tracé en DMI, mais nous, ça rentre pas dans le circuit remise de traçabilité ou quoi que ce soit. Vu qu'on scanne tous les DM et les DMI en salle, on s'affranchit de la traçabilité par rapport aux autres DMI. Oui, c'est une spécificité aussi de votre circuit où en fait, il n'y a Tout pas est tracé, que les DMI qui sont scannés, il y a tous les DM également. Donc en fait, il y a un travail de séparation du champ de ce qui est remis au patient, de ce qui est du lien avec la traçabilité sanitaire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, mais peut-être, je ne sais pas si Virginie ou Claudine, vous avez... J'en verrai peut-être une dernière sur l'étape de délivrance du DMI au bloc. Donc, dans un établissement qui pose la question, cette étape n'est pas tracée chez nous, car notre logiciel SIGEM ne permet pas de gérer plusieurs stocks. Seul celui de l'APU l'est, et donc le déstockage se fait via la traçabilité nominative après la pause. Nous n'avons pas de traçabilité de l'étape de dispensation. Est-ce problématique? Donc, si je synthétise, le déstockage se fait qu'au regard de la traçabilité nominative et pas sur une étape spécifique d'enregistrement du DMI quand il arrive au bloc. Oui, parce que... Il y a potentiellement peut-être un oubli de... Si le DM n'est pas tracé, du coup, il n'est pas déstocké. C'est ça le souci, si je comprends bien.
Moi, j'avais l'impression que c'était par rapport au circuit où effectivement, il y a une partie où normalement on doit mettre la dispensation au service utilisateur. Effectivement, peut-être que eux, ils ont un seul stock et que du coup, ça ne peut être déstocké que quand c'est utilisé. Oui, c'est Je ce ne sais que je pas si comprends la... aussi. Après, ça, c'est quelque chose qu'on avait pas mal évoqué plutôt sur la partie stockage. Effectivement, le fait de pouvoir faire des stocks dédiés pour faire justement cette partie de dispensation, même si elle est parfois informatique. Avoir à repréciser. On est au bout de Je notre crois qu'on horaire. a fait le tour des Ouais, questions. je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais vous remettre surtout, et merci aux 126 personnes qui sont encore présentes pour vraiment tous ces échanges très riches. Merci encore aux deux intervenants parce que vraiment, c'était des apports très complémentaires et j'espère qu'on pourra avancer et on voit que les systèmes d'information évoluent, que voilà, le DMP va peut-être évoluer un jour et en tout cas, on essaye de faire au mieux avec effectivement beaucoup de textes. Hein. Voilà, il y a le règlement européen, il y a le droit français derrière, mais l'important, c'est la finalité, c'est qu'on arrive à transmettre toutes les informations aux patients pour qu'il en ait connaissance quand ça sera nécessaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, on vous remercie vivement si vous pouvez prendre quelques minutes pour le remplir parce que ça nous, voilà, c'est notre retour au niveau du réseau. Ça nous permet d'avancer dans ce qu'on peut vous proposer, hein, même voilà, s'il y a des sujets, en tout cas, on est toujours là pour travailler sur ce grand sujet, qui est le circuit de l'informatisation des DMI et de tout ce qui peut être autour. Il y avait le patient. Il y a une question? Il y avait le patient qui avait demandé la parole. Je pense qu'il est déconnecté. Ah, d'accord. J'ai pas réussi à retrouver. J'ai pas réussi à le retrouver pour lui donner la parole. Je fais un mail du coup. Ah, il est là peut-être, monsieur. Ah, monsieur. Oui. j'étais en train de Oui, vous oui. faire un mail. Ah, attendez, pardon, je crie. Il faut que je vous trouve. Ça y est. Alors, je vous active votre micro. Autoriser le micro. Donc ça y est, vous devez pouvoir allumer votre micro maintenant et intervenir. C'est là, merci beaucoup. Parfait, Oui, là, merci. Donc, je suis Super Pounot de Villers, je suis membre d'une association de patients. Je suis porteur d'un défibrillateur implanté et je suis aussi donc représentant des usagers au comité scientifique permanent de l'ANSM sur la surveillance des dispositifs médicaux. Et je travaille avec France Info Santé sur ces questions-là. Je voulais juste vous donner une petite impression vue de notre côté, en fait. C'est que, et des difficultés qu'on a, nous, côté patient, à avoir des informations. Il me semble que, de fait, la solution proposée par la clinique à Kerman, c'est ça, me semblait assez intéressante. C'est une remise de la carte d'implant, une remise de la carte physiquement, et la possibilité de l'envoyer dans le DMP. Alors, sous quelle forme? Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, si j'ai cru comprendre en fonction de vos différents systèmes informatiques, mais que ça serait sûrement une bonne idée de faire ça comme ça, avec votre document récapitulatif, en fait, car ça serait à peu près le seul moyen qu'on aurait d'être sûr que les patients ont bien une carte d'implant et qu'après, c'est un peu plus facile de leur expliquer comment ça marche, ce qu'ils peuvent en faire, parce que nous, c'est notre problème, en fait. Dans le domaine de l'implant des dispositifs, style pacemaker ou défibrillateur, c'est un vrai souci après, surtout quand on doit suivre les alertes de sécurité et tout ça, ce serait quand même bien. Sachant que les DMP, tout le monde en a un, plus ou moins, même s'il n'est pas activé, et qu'au moins, je pense qu'il serait intéressant, comme l'a dit aussi la clinique, d'en profiter, sauf en situation d'urgence, bien sûr, mais de profiter de la présence de l'arrivée de la personne à l'hôpital, de lui refaire une information sur mon espace santé, comment on l'active et qu'est-ce qu'on trouve dedans. Je crois que c'est vraiment
Si on fait ça, je crois qu'on finira par y arriver à peu près, et on sera à peu près sûr que tout le monde est. Parce que mettre la carte d'implant, la refaire comme je crois au CHU de Clermont, vous pose un problème de responsabilité, je pense, derrière. Un fabricant pourrait facilement peut-être dire, ah ben vous n'avez pas remis la carte directement, c'est pas moi qui vous ai donné ça, vous aurez peut-être des soucis, quoi. Et c'est aussi une dernière chose, la petite remarque sur l'INS, il faut un document standardisé parce que le fait de mettre le nom d'usage me paraît extrêmement bizarre. Voilà ce que je voulais vous dire en vrac. Et vraiment, très bien le webinaire parce que nous, ça nous permet d'avancer de notre côté sur ce qu'on doit faire pour que les DM soient bien suivis, surveillés et soient vraiment très utiles à tout le monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ce webinaire. Alors, merci pour votre intervention. Je ferai juste une petite correction au niveau du CHU de Clermont-Ferrand. Le travail sur le document de traçabilité sanitaire ne se substitue pas à la remise de la carte d'implant du fournisseur. Ok, très bien. J'avais pas. C'est bien deux très choses bien. différentes. Voilà. Non, Et je voulais en merci être sûr, beaucoup pour d'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention et de notre côté, si vous pouvez continuer à pousser au niveau national le fait de travailler sur la mise en place du DMP et la structuration du DMP pour permettre justement que comme vous avez pu l'entendre, tous les travaux qui sont faits au niveau des établissements puissent avoir une continuité pertinente au sein du DMP et pas être noyés au milieu de tout un tas de documents. On ira dans la même direction et je pense que ce sera assez important pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. Je dirais ça à France Assos Santé, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'étais là d'ailleurs, c'est pour transmettre ensuite, pas de souci. Merci. Voilà. Je pense qu'on a pris toutes les questions. Belle conclusion. Et oui, merci de finir par cette intervention. Je pense que ça montre que le travail est parfois encore long, mais et parfois semé d'embûches, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours du travail de tous les côtés, la communication, la sensibilisation, l'interfaçage, la gestion des données, l'intégration de l'IUD, mais qu'on finit par y arriver. Et tout ça, c'est toujours pareil, c'est pour la sécurité sanitaire et l'information au niveau des patients. Donc, merci pour l'intervention. Merci aux trois établissements avec le CHU de Grenoble qui nous a fait l'introduction, pour vos interventions et votre participation, puisque c'est grâce à vous que les webinaires ont lieu. Il nous reste à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode encore qui est planifié au mardi 19 novembre et qui axera cette fois-ci présentation autour des solutions plus avancées, numériques, je ne sais pas comment on peut les qualifier, autour des puces RFID. Voilà. Merci à vous et puis au prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée à tout le monde.